Bonjour et merci de votre fidélité à Débat de presse, l'émission de décryptage des faits de l'actualité nationale et internationale sur la RTB. C'est chaque dimanche à partir de 11h et c'est en direct avec les meilleurs analystes et politiques éditorialistes de la presse au Burkina. Ce matin, 4 sujets convoqués à la discussion. D'abord, la reprise du dialogue politique au Burkina avec cette rencontre où l'opposition et la majorité s'accordent pour un report des municipales. La classe politique dans son ensemble qui décide du report de ces élections locales pour permettre, selon leurs propres termes, de tenir des élections dans l'intérêt de tous. Et pendant ce temps, on avait déjà des voix discordantes qui avaient commencé à se faire entendre après l'annonce du report à l'Assemblée nationale par le Premier ministre Christophe Dabiré. Comment comprendre cette volte-face de l'opposition politique au Burkina? Peut-on croire encore à cette opposition pour défendre les intérêts du peuple? S'achemine-t-on vers une démocratie consensuelle avec ce dialogue politique ou faut-il encore craindre une certaine marginalisation d'une partie de l'opposition politique qui ne se retrouve pas dans le CEFOP? On en parle ce matin dans le débat de presse. Et ce matin, la disparition de Soumane Touré, homme politique et syndicaliste, il aura été un homme unique en son genre, tant par ses prises de position que par sa compréhension de l'écosystème politique. C'est une grande disparition, certes, et sa mémoire est saluée par toute la classe politique. Et retenir donc de l'homme, on en parle dans le débat de presse. Et dans le débat de presse, cette énième augmentation du prix des hydrocarbures au Burkina Faso, une décision qui passe mal dans l'opinion et chez les consommateurs. Est-ce le moment pour le gouvernement burkinabé? Que fera la Ligue des consommateurs censée défendre les intérêts des consommateurs? Réponse dans quelques instants. Et dans quelques instants, le président français qui reconnaît la dette de la France à l'égard de la Libye après l'intervention occidentale dans ce pays, après une décennie de désordre dans ce pays. Est-ce que ce mea culpa est-il sincère? Réponse avec nos invités. Nos invités, c'est Dabadi Zumbara des éditions Le Pays. Bonjour Dabadi. Bonjour M. Kindo. Merci d'être là pour le débat. Deuxième invité à débat de presse ce matin, Albert Nagrego de Libre Info. Bonjour Albert. Bonjour Fousséni. Merci d'être là pour le débat. Et troisième invité, Bourema Ouedraogo, directeur de publication du journal d'investigation Les Reporters. Bonjour Bourema. Bonjour Fousséni, bonjour. Et merci d'être là pour le débat. On va d'ailleurs commencer avec vous Bourema et avec un tout premier sujet, notamment la disparition du syndicaliste et homme politique Soumane Touré. Je pense que c'est ce matin, en principe, qu'il devrait être inhumé quelque part à Dédougou, dans la Bougriba. Soumane Touré aura été d'abord un syndicaliste assez téméraire, puisqu'à l'époque, aujourd'hui on parle du général pour désigner Bassolma, mais à l'époque c'était aussi le général des travailleurs. Oui, Soumane Touré, pour ceux qui l'ont connu, effectivement, qui ont connu les syndicalistes qu'il est, effectivement, disent qu'il a été un grand baroudeur du syndicalisme burkinabé. Il fait partie de ceux qui ont donné au syndicalisme burkinabé voltaïque en son temps ses lettres de noblesse. Et la trajectoire de Soumane Touré aussi montre à quel point aussi, effectivement, la frontière entre le syndicalisme et le politique n'est pas si étanche que ça, et qu'on peut franchir allègrement les pas de l'un à l'autre. Sauf que, effectivement, quand on fait le bilan, on a comme l'impression, au vu de ce qu'on a entendu et de ce qu'on a lu sur les syndicalistes, qu'il a en tout cas été beaucoup plus un grand syndicaliste qu'un grand homme politique. Parce que quand on regarde la carrière politique de Soumane Touré, on a moins effectivement de hauts faits, effectivement, en tout cas publiquement, pour ce que nous savons, qu'on peut mettre sur la table pour dire effectivement, voilà la grosse contribution effectivement de l'homme politique Soumane Touré. Par contre, en tant que syndicaliste, beaucoup te diront que sous sa houlette, effectivement, on a pu positionner effectivement les intérêts des travailleurs, en tout cas face effectivement au gouvernement de l'époque. Il a même eu effectivement cette outrecuidance de s'affirmer en syndicaliste sous la révolution, ce qui n'était pas donné à n'importe qui. Et il semble même qu'il est passé de près, en tout cas il a risqué de près d'être passé au poteau
ni traiter l'intervention de plusieurs autorités en son temps. Le CDR avait décidé effectivement de le mettre au poteau. De lui faire la peau. De lui faire la peau, effectivement. Et il a dû effectivement son salut aux plus autres autorités en son temps. Maintenant, effectivement, l'homme s'en va, il va manquer certainement à la classe politique, il va manquer à tous ceux qui suivent la classe politique, pas forcément par sa capacité à influencer les jeux politiques, mais par ses prises de position qui sont parfois aussi, effectivement, des prises de position assez courageuses. Quand on regarde sous la transition, beaucoup n'étaient pas d'accord avec la transition, mais il n'y avait pas 2-3 hommes politiques qui osaient sortir pour traiter la transition de transition bâtarde. Et Souman, il l'a fait. Donc ça montre à quel point aussi, effectivement, l'homme était, face à ses convictions, ne reculait pas. Même si, effectivement, on peut polémiquer sur ces convictions, mais c'est tout à fait normal. Parce que quand on ne partage pas les mêmes convictions qu'un homme politique, on peut effectivement en discuter, on peut en débattre. Et Souman, effectivement, lui, ne cachait pas le fait qu'il soit d'accord ou qu'il ne soit pas d'accord. On se souvient encore aussi, dans les années 90, au temps effectivement où il y avait une forte opposition effectivement à Blaise Compaoré qui souhaitait aller à la conférence nationale souveraine, lui avait pris position avec un ensemble de coalitions et le DPMT en son temps, qui s'appelait l'Alliance pour la défense de la Constitution ARDC, en son temps pour s'opposer à la tenue de la conférence nationale souveraine. Donc l'un dans l'autre, effectivement, on retrouve, en tout cas Souman Touré, dans ses prises de position assez tranchées, et assumer chaque fois qu'il avait la possibilité. Oui, Albert, est-ce que c'est votre avis également que c'est un homme politique, c'est un syndicaliste, mais sa lisibilité, ça pose problème de pouvoir arriver à le catégoriser, à le mettre dans un groupe donné? Tout à fait. C'est assez insaisissable. Oui, tout à fait. Mais là encore, avec son décès aussi, on apprend encore beaucoup de choses parce qu'on a vu que il n'y a pas longtemps, il critiquait le MPP qui est arrivé au pouvoir. Il avait eu les mots durs quand même à l'époque pour critiquer aussi le MPP. Et on a aussi senti que malgré tout ce qu'il dit, où on peut sentir de cette vérité dans ce qu'il dit, personne n'ose s'attaquer à lui. Il lance ses défis et personne ne veut également mettre en cause ce qu'il dit. On le laisse. C'est comme un monsieur qui crie, qui dit la vérité, ou il dit ses mensonges en griffe, mais personne n'ose s'attaquer à lui. On l'accepte ainsi. On a vu qu'avec son décès, il y a le Premier ministre qui s'est rendu dans la cour Motier pour présenter les condoléances du gouvernement. Le président du FASO y est allé, le ministre de l'administration territoriale. Donc on comprend à quel point ce monsieur politiquement compte beaucoup encore dans certaines sphères et certains lui doivent aujourd'hui également leur carrière politique ou leur formation politique, si on peut le dire ainsi. C'est un pédagogue, c'est un homme qui a montré la voie à une certaine génération aujourd'hui d'hommes politiques. Donc on lui reconnaît cela également, mais au-delà aussi, on peut se dire que c'est le type, ou du moins ces genres de personnalités politiques qui ont été formées à une certaine école politique ou de lutte syndicale qui sont en train de disparaître un peu avec le cas Valère Sommet. Après Valère Sommet, aujourd'hui on a par exemple le cas de Souman Touré que personne ne peut nier son importance dans le paysage politique. Mais ça nous rappelle que quel que soit ce que les hommes politiques disent entre eux, ils sont de la même, on va dire, le même marigot, ils se connaissent très bien. Il y a cette union-là, ils vont au-delà des spéculations, des discours parfois qu'on qualifie de haineux, et ils se comprennent mutuellement et ils mettent les valeurs devant les choses, et puis ils se comprennent et puis pour faire avancer les choses. Donc c'est que nous, citoyens, nous devons comprendre qu'il ne faut pas tenir compte de ce que les politiciens disent généralement pour croire qu'ils sont divisés ou ils sont opposés. Au-delà de ça, il y a quelque chose de plus fort qui les unit. Donc vous dites qu'on n'arrive pas à le catégoriser aujourd'hui, c'est vrai, parce que quand on regarde, est-ce qu'il faut le mettre du côté de l'opposition et du côté du pouvoir? Ni l'opposition ni le pouvoir étaient épargnés également des critiques de Souman Touré. Et on a vu que la dernière trouvaille, c'est ce que lui et le professeur Abdoulaye Soma avaient créé, l'ONA, qui était l'opposition non affiliée, parce que c'est quand même une figure importante de l'ONA. Quand on enlève le professeur Abdoulaye Soma et comment dirais-je, Souman Touré, je respecte bien les autres, mais on sait que c'est quand même les figures de proue de cette opposition non affiliée. Donc aujourd'hui, il part, ça peut être un coup dur pour cette partie de l'opposition encore qui voulait donner autre voix à la gouvernance politique au Burkina Faso. Et je pense que finalement, c'est une grande perte pour la classe politique burkinabé, pour la nation burkinabé et même pour la lutte syndicale, la classe syndicale. On va dire syndicat, le syndicat burkinabé, parce que c'est quand même l'une des références, un repère important pour le syndicalisme au Burkina Faso. Oui, et Dabadi, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, Souman reste unique en son genre.
Oui, tout à fait, on peut effectivement le dire ainsi, hein, parce qu'il faut reconnaître quand même que Soumane Touré a été un homme très critique vis-à-vis des différents régimes. Il a eu effectivement des difficultés sur pratiquement tous les régimes de ce pays, et il a toujours dit, il a toujours été combattu, mais dû aussi au fait effectivement que l'homme ne marche pas ses mots. Voilà, c'est ça. Il avait ce franc-parler qui faisait de lui un homme assez atypique. Au-delà du courage qu'on lui reconnaît, il faut reconnaître que c'était un homme aussi de conviction. Quand il croyait effectivement à quelque chose, comme Bourema le disait, eh bien, il acceptait le sacrifice qu'il faut. On a vu que son parti avait été suspendu parce que suite à certaines sorties, mais ça ne l'a pas empêché de continuer de critiquer le régime. Et donc, lui-même, il a été convoqué à la gendarmerie par moment, mais tout cela ne l'a pas dissuadé. Donc, c'est pour dire que c'est un homme qui a mené vraiment un combat de longue haleine. Le Burkina perd aujourd'hui un intrépide défenseur des droits de l'homme et de la démocratie. Et je pense que ce n'est pas pour rien que, effectivement, l'ensemble des acteurs politiques saluent la mémoire de ce grand homme, parce qu'il a montré, à mon avis, la voie à suivre sur bien des plans. Même si certains, effectivement, n'étaient pas d'accord avec lui, mais ils reconnaissaient quand même que dans ce qu'il disait, il y avait une sorte de vérité et que, bon, il fallait faire avec. Je pense qu'il disait haut ce que d'aucuns pensaient bas, parce qu'il n'hésitait pas à s'attaquer aux différents couches socio-professionnelles ou ethniques de notre société, ce qui n'est pas donné à n'importe qui. Donc, c'était un homme qui, à mon avis, laisse un héritage. Bon, c'est vrai qu'il n'a pas suffisamment brillé sur le plan politique. C'est vrai qu'il a été débuté par moments, mais depuis la dernière décennie, bon, on a vu que Soumane Touré n'était plus, en tout cas, l'homme politique qui mobilise la foule et qui est à même d'engranger, j'allais dire, des sièges à l'Assemblée nationale. C'était devenu extrêmement difficile. Mais qu'à cela ne tienne, je pense que des gens ont cru en son combat et des gens y croyaient et les gens continuaient à se battre à côté de lui. Maintenant, il faut souhaiter qu'effectivement, l'héritage qu'il laisse ne soit pas vendangé, que ses coéquipiers, si je peux les appeler ainsi. Oui, quand vous parlez d'héritage, on peut penser à quoi, par exemple? Mais on pense au sens de la constance. Hein, parce que, comme on l'a dit depuis le CMRPM... L'éternel opposant. Voilà, c'est un éternel opposant. C'est un homme, quand il croit en quelque chose, il n'hésite pas à dire la vérité. Or, aujourd'hui, c'est ce qui manque à beaucoup d'hommes politiques. Le monsieur, il prend une décision le matin, le soir, il fait une volte-face. Du coup, tous ceux qui croient en cet idéal que l'intéressé défend finit par s'égarer. Or, Soumane Touré, ce n'était pas le cas, en tout cas, c'est que je sache. Donc, c'est pour dire que c'est un homme quand même qui a montré le sens du courage, le sens aussi de la responsabilité. Quand il dit quelque chose, il ne revient pas sur ses mots pour dire ce n'est pas moi qui l'ai dit. Il dit clairement c'est moi, quoi qu'il arrive. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il a été convoqué par moment à la gendarmerie suite à certains propos. Il ne les a pas niés. Voilà, son parti a été suspendu, mais il a reconnu les faits. Et ça, ce n'est pas tous les hommes politiques. Parce que souvent, même une simple interview, M. va dire quelque chose, après, lorsque il est vivement critiqué, il va dire non, je n'ai pas dit ça, vous n'avez pas compris. Mais Soumane Touré n'était pas dans ces considérations. Donc, une race rare de politiciens et de syndicalistes qu'on peine aujourd'hui à retrouver au Burkina Faso. Oui, Bourema. Oui, je crois qu'il faut mettre un peu de bémol pour dire, parce que Soumane n'a pas toujours été opposant, parce que si je me souviens, il ne s'est jamais opposé à Blaise Compaoré. Bien au contraire, il a toujours été parti allié de Blaise Compaoré d'Iran, pratiquement, en tout cas de 1991 jusqu'à 2014. Il était même dans les derniers regroupements, le Front républicain qui a soutenu Blaise Compaoré dans la révision de l'article 37. Non, c'est pas parce qu'il a été opposant. Ce qu'on dit de lui, c'est que c'est un homme politique, effectivement, qui assumait ses convictions. Il a accompagné Blaise Compaoré. Il fait partie de ceux qui ont sauvé Blaise Compaoré en 1991. Parce que s'il n'y avait pas eu la RDC de Soumane Touré, toute la coalition qui accompagnait le DPMT pour, en tout cas, pour être face à la convention des forces, comme on appelle, des forces démocratiques CFD en son temps, qui était de l'opposition, qui revendiquait la conférence nationale souveraine, je ne suis pas sûr que Blaise Compaoré aurait pu franchir les caps de 1991. Mais, effectivement, Soumane fait partie, effectivement, de ceux-là
qui se sont dressés face à ceux qui revendiquaient la conférence nationale souveraine, qui était une sorte de passerelle pour écarter les militaires du pouvoir, en tout cas de l'accès, en tout cas de la compétition pour le pouvoir en prélude des élections présidentielles de 1991. Après ça, je crois que durant tout le temps que Blaise Compaoré est resté au pouvoir, il a toujours été effectivement de la majorité. Ça aussi, il est resté constant. Donc, c'est tout à fait compréhensible qu'il ait une position assez critique et virulente vis-à-vis du MPP et tous ceux qui ont fait la dissidence pour faire tomber le régime Blaise Compaoré. Donc, là-dessus, effectivement, il faut aussi reconnaître que par moment, on s'est beaucoup interrogé sur les convictions de l'homme politique lui-même. C'est pour ça, d'ailleurs, je suis d'accord avec vous, c'est un homme à controverse, parce que tantôt, de la même manière qu'il peut être critique vis-à-vis de certaines positions, on se rend compte de ce qu'il peut défendre avec virulence des positions contestables, comme la révision de l'article 37 en 2014. Oui, Albert. Et Bourema l'a dit, et quand je parlais un peu d'un homme politique assez illisible, c'est un peu ça. Il se susurre dans certains milieux qu'il a toujours été le conseiller officieux de Blaise Compaoré. Tout à fait, ça c'est... Effectivement, vous le dites bien parce qu'avec certaines personnes bien introduites, on vous dirait également que c'était l'un des conseillers officieux de Blaise Compaoré qui a contribué plusieurs fois à la formation de certains gouvernements avec des recommandations de certains noms. Et il a été dans des bonnes grâces également de cet ancien régime-là. Aujourd'hui, peut-être ce qu'on peut déplorer, c'est le fait que, je le disais tantôt, il est allé à la bonne école, il a fait un bon parcours de syndicalisme à la politique. Vraiment se poser la question, se disait que ça montre que du syndicalisme, on peut aller facilement à la politique, même si aujourd'hui, il ne faut pas écarter le syndicalisme et la politique. D'aucuns vous diront que quand on est syndicat, on est loin d'être politique, on ne le fait pas. La dernière démission de Bassoma Bazé, vous avez entendu les gens dire que oui, bientôt il va créer son parti politique. La question lui a été posée plusieurs fois. Est-ce que vous allez aller en politique? Il a dit que non, il n'y partira pas. Donc tout de suite, c'est pour montrer que le lien entre la politique et le syndicalisme et la politique, c'est pas loin. Et dans ce pays, on a vu un vieux débat qui est... Les époques n'ont pas changé. Parce qu'au temps où il était syndicaliste avec la Confédération syndicale voltaïque, qui était d'obédience marxiste-léniniste, il est passé au PAI, qui était également... Mais il n'est pas le seul syndicaliste qui est passé. Vous prenez le député Moussa Zerbo de l'IPC. Il était d'ailleurs le coordinateur des syndicats à Bobo dans les années 2012-2013. Et il est passé en 2012, je crois 2010-2012. Et il est passé député. Ça veut dire en fait que le travail syndical peut créer une assise politique. Maintenant, tout dépend effectivement de qui... Allons-y un peu plus loin dans la sous-région. On a vu des gens comme des Blé-Goudé, on a vu des gars comme des Guillaume Soro, Laurent Gbagbo, qui ont tous fait peut-être, qui ont eu presque le même parcours. Vous allez partir encore dans d'autres pays comme au Bénin, vous en aurez des gens qui quittent le syndicalisme pour se retrouver un peu en politique. Et ils ont acquis des armes au niveau du syndicalisme avec peut-être l'aura qui est là et puis avec cette manière de vivre dans la clandestinité. Parce que vous savez très bien que les époques ont changé. À une époque, quand on est acteur politique, ça rime aussi avec une vie de clandestinité. Souman Touré ne dira pas le contraire parce qu'il a vécu cette vie de clandestinité d'ailleurs. On est parfois victime également de menaces. Et bon, on est à une époque aujourd'hui où ce n'est pas forcément le cas. On est rentré dans un processus démocratique. On est dans un état de droit, beaucoup plus que dans les régimes d'exception où on avait toutes ces manières d'intimider les hommes politiques, surtout quand on s'est dit de l'opposition. Sauf qu'aujourd'hui, Souman Touré, peut-être, on dira, comme Valère Sommet également et Salif Diallo, l'héritage, c'est quoi? C'est la formation idéologique qu'on devrait avoir pour cette génération. Voilà, tout à fait. Voilà. Malheureusement, cette formation idéologique pour cette génération aujourd'hui ne l'est pas parce qu'on voit que ceux qui viennent en politique aujourd'hui n'ont pas le temps de se former. C'est vrai que les questions idéologiques sont de plus en plus en train de disparaître. Ce n'est plus comme avant où on dit qu'il est communiste ou il est peut-être libéraliste, où on fait des débats trucs. Aujourd'hui, c'est des questions qui sont en train d'être oubliées, même si des partis politiques disent que nous, on est de telle idéologie, ce n'est pas forcément enseigné. La formation n'y est plus, l'auto-formation n'y est pas. On rentre maintenant en politique comme on rentre dans une OSC. Je veux parler des OSC qui sont des OSC mixtes entre politique et puis parfois en train de défendre des intérêts beaucoup plus personnels, individuels, pas forcément des OSC qui sont spécifiques. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui... Vous voulez nous dire quoi, Albert? Qu'on ne défend plus des valeurs?
Ah oui, vous êtes d'accord avec moi que les questions de conviction, ce ne sont pas forcément aujourd'hui les choses politiques. La chose politique aujourd'hui, c'est beaucoup plus les moyens financiers. Vous allez voir que dans 10 ou 15 ans, beaucoup de gens vont payer peut-être leur poste ou leur candidature avec les moyens financiers. Plus on est nanti, on a suffisamment d'argent, on peut me placer à la tête d'un parti politique au niveau régional ou au niveau provincial, parce qu'on s'est dit qu'il a les moyens pour organiser un meeting, ou il a les moyens pour entretenir les militants, il a les moyens également pour venir aux besoins. On est en train de tendre vers ça aujourd'hui. Ce n'est plus des questions de conviction où on vient pour défendre parce qu'on veut défendre des valeurs. Ça, que vous le voulez ou pas, on l'accepte. On admet aujourd'hui que les moyens financiers prennent de plus en plus le pas sur les questions de conviction. Donc, l'héritage, c'est dommage. On n'en a pas assez. D'aucuns diront que Salou Diallo aujourd'hui est décédé. On n'a pas assez de documents sur Salou Diallo. On n'a pas eu assez de formation sur Salou Diallo. Mais on apprécie ce qu'il a fait. Souman Touré, c'est pareil. Valère Sommet a écrit parfois. Mais est-ce que ce qu'il a eu comme formation, est-ce qu'aujourd'hui il y a une génération qui peut se réclamer de cette génération qui est allée à l'école de Valère Sommet? C'est toujours l'ancienne classe politique. Et, bon, je le disais quelque part où on disait que Valère Sommet lui-même dit qu'il est allé à l'école de Souman Touré. Donc vous comprenez bien que pour un monsieur comme Valère Sommet... Valère Sommet, on dit même Sankara, on dit même Blaise Compaoré en fait. Avant d'être son conseiller, Blaise Compaoré aurait été effectivement son élève sur le plan politique. Donc, et on dit aussi que même Thomas Sankara, effectivement, où on semblait avoir des divergences, est passé à son école. Donc l'un dans l'autre, effectivement... C'est un baobab qui est resté à Peut-être que là où il manque des choses, peut-être effectivement si la vie de quelqu'un comme Souman Touré, c'est d'avoir quelque chose... lui, il parlait d'héritage. Aujourd'hui, on a comme l'impression qu'il va avec. Parce qu'il n'y a pas quelque chose qu'il a laissé qui permet effectivement aux jeunes générations de s'inspirer. Bon, les hommes, effectivement, qu'il a formés, peut-être, il reste peut-être Blaise Compaoré. Maintenant, est-ce que Blaise Compaoré nous laisse quoi? On n'en sait rien. Bon, peut-être sur le plan politique, mais sur le plan syndical, quand même, beaucoup sont toujours vivants. Et je pense que quand même, ces derniers peuvent faire quelque chose pour faire avancer les choses. Mais je pense que quand je parle un peu de cette opposition, ce n'est pas dans le sens qu'on s'oppose à tout. Ce n'est pas parce qu'on est opposant par moment qu'on ne défend pas une idée donnée. C'est ça. En fait, je veux dire que l'opposition de Souman Touré, même sous le régime de Blaise Compaoré, il n'a jamais fait partie du gouvernement. Voilà. C'est vrai que par moment, il défendait des idées qui arrangeaient le régime, telles que effectivement cette question de la conférence souveraine que Bourema a évoquée. Mais il ne faut pas oublier qu'il a eu aussi des soucis sous le régime Compaoré. Voilà. Donc c'est pour dire que ce monsieur, il est peut-être difficile à cerner, mais quand il croit en quelque chose, il défend ça jusqu'au bout. Pendant que tout le monde, effectivement, était contre la révision de l'article 37, lui, il avait sa position. C'est sa position de s'opposer à lui. Il dit, mais pas question. Voilà. Donc c'est pour dire que ce monsieur, il a toujours une position souvent qui n'est pas tellement comprise par l'ensemble des citoyens. Je l'ai dit, il ose s'attaquer à certaines couches, même y compris les couches religieuses et coutumières. Or, aujourd'hui, je ne vois pas un homme politique qui a ce courage de faire cela. Mais souvent, Touré le fait, c'est règlement. Voilà. Non, il ne l'utilise pas, en tout cas, politiquement, parce que, en tout cas, je n'ai pas encore vu dans la presse qu'un homme politique s'est attaqué, par exemple, à un groupe religieux donné, ou un groupe, ou bien aux coutumiers. Tout le monde regarde certaines choses, même lorsqu'il faut parler, on sent que les gens font beaucoup attention. Donc c'est pour dire que sur ce plan quand même, je pense qu'on peut comprendre la constante de l'homme. Quand on n'est pas d'accord avec une idée, on défend cette idée jusqu'au bout. C'est ça l'opposition. D'accord. Albert, on va rapidement passer au second sujet de débat, notamment la majorité et l'opposition qui s'accordent pour un report des municipales. Et pourtant, certains partis du CFOP, affiliés au CEPOP, avaient commencé à estimer qu'il faut tenir les élections municipales à bonne date après l'annonce du Premier ministre Christophe Dabiré à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, on a du mal à comprendre cette opposition. Est-ce qu'on ne s'assimile pas vers une sorte de démocratie consensuelle? C'est vrai que vous aimez très bien votre... je ne sais pas s'il faut dire votre concept de démocratie consensuelle, mais bon, plus le temps passe, on vous donne raison. Mais ce n'est pas aussi étonnant parce qu'on a l'impression que c'est une opposition qui est en train de chercher encore ses repères. Parce que avec le temps de l'installation de Edi Komboigo, c'était dans son premier discours d'abord d'installation où il a dit non, il rejette cette formule
ce projet de report des élections municipales. Après avoir rencontré le président Kaboré, il a aussi dit que non, il faudrait envoyer les choses, soumettre le projet aussi à l'opposition pour requérir l'avis de l'opposition avant de parler d'un report. Après cela, on a vu, nous on l'a déjà dit ici, c'est des questions de principe. On peut comprendre que l'opposition puisse demander cela. C'est normal, ça relève de son droit. Maintenant, on a eu une première rentrée ou une prise de contact entre la majorité et l'opposition pour le dialogue politique net. La question est levée. On est tous d'accord pour un report des élections municipales. Mais le danger ici, c'est qu'on a expérimenté le dialogue politique de 2015 ou disons de 2016 à 2020. On peut dire le premier mandat du président Kaboré. C'est fini. On est en train d'expérimenter encore le dialogue politique dans le deuxième mandat du président Kaboré. On peut bien se poser la question, mais où se trouve désormais la place de l'opposition, qui est une institution d'ailleurs, qui est sous la coupe de l'Assemblée nationale, on pourrait le dire ainsi. Et donc finalement, est-ce que cette institution, CEFOP, chef de file de l'opposition politique, n'est pas en train de perdre ses prérogatives parce qu'on est désormais dans un cadre qu'on a créé qui n'a pas, je dirais, qui n'a pas de base légale, mais où on se rencontre pour parler des questions majeures de la nation, où on parle des questions importantes de la nation. Et on met de côté une partie des acteurs politiques qui ne sont pas invités à la table du dialogue majorité-opposition parce qu'on s'est dit qu'ils ne sont pas officiellement affiliés à l'opposition. Ils sont déclarés de l'opposition, mais pas affiliés à l'institution chef de file de l'opposition. Donc finalement, on est en train d'aller dans cette démocratie de consensus-là. Mais à la longue, on risque de perdre finalement cette opposition. On va trouver un bureau qui est quelque part là-bas dans un quartier à Ouagadougou que personne ne fréquente parce qu'on a trouvé un autre cadre où on discute beaucoup plus de nos problèmes. Mais il faut aussi ajouter le fait que ce cadre de concertation-là, de dialogue politique-là, est en train de devenir véritablement un club, excusez-moi du terme, mais de copains politiques. Oui, Dabadi, est-ce que c'est votre avis qu'il faut peut-être craindre véritablement qu'une partie de cette opposition soit mise à l'écart simplement parce qu'elle ne fait pas partie du CEFOP? Bon, moi, je ne dirais pas les choses ainsi. Parce que dans ce regroupement de l'opposition, par exemple, non alliée, je pense que cette opposition doit aussi avoir effectivement son mot à dire. Mais dans la mesure où les choses sont codifiées dans le sens de l'opposition majorité et que c'est ceux qui sont les partis affiliés au CEFOP qui rencontrent régulièrement l'opposition pour en discuter, les sujets et la majorité pour en discuter, ben, je pense qu'il faut peut-être revoir les cadres. Et je pense que l'ONA peut effectivement demander à ce que cela soit fait pour que désormais, s'il y a effectivement un débat qui porte sur un sujet d'intérêt national, que on puisse quand même les prendre en compte. Moi, je veux d'abord saluer la tenue même de ce cadre de dialogue, parce qu'il aura, à mon avis, permis d'échanger sur des sujets d'intérêt national. Et ce qui, effectivement, on peut trouver assez curieux, c'est que l'opposition, effectivement, qui était contre le report, a finalement courbé les chines face à la majorité sans qu'on ne sache véritablement pourquoi. Et c'est vrai que pour certaines questions, c'est bon d'avoir le consensus, mais il faut se rendre aussi à l'évidence que le tout consensus peut être source de danger parce qu'il peut effectivement tirer notre démocratie vers le bas, il peut également entraîner, faire le lit de la malgouvernance. Donc je pense que le cas du Mali en la matière en est un exemple, et donc je pense qu'il faut effectivement que l'opposition soit beaucoup plus cohérente, sinon effectivement elle risque de ne pas devenir crédible aux yeux de certains citoyens. Parce que si le matin, l'opposition dit qu'elle est contre telle idée, que le soir, après une rencontre avec la majorité, elle dit qu'elle est d'accord, bon, ça peut amener certains à se poser vraiment des questions. Parce qu'il ne s'agit plus d'une question d'individu, c'est une institution, comme il a dit. Et c'est en ce moment, effectivement, où il faut que le côté de ceux qui ne sont pas affiliés à l'opposition puisse quand même aussi s'exprimer. Parce qu'ils font partie, quoi que l'on dise, du paysage politique. Et dans la mesure, ils sont reconnus. Et je pense qu'ils doivent effectivement trouver un cadre pour s'exprimer. Donc je pense que l'opposition gagnerait véritablement à travailler à ce que, bon, elle soit beaucoup plus, j'allais dire, cohérente dans ses prises de décision. Lorsqu'on n'est pas sûr de défendre une idée jusqu'au bout, il ne faut pas tout de suite se prononcer. Malheureusement, c'est ça qui a été donné à voir. Et je pense que c'est dangereux pour effectivement notre opposition
parce que les citoyens peuvent vraiment se demander est-ce que cette opposition est à même de défendre nos convictions. Parce que si des gens s'étaient engagés, ça veut dire qu'aujourd'hui, ils diront qu'ils ont été trahis. Et donc, je pense que, dans tous les cas, c'est l'MPP qui se frotte les mains. Parce que, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une sorte d'unanimité sur la question. C'est peut-être la question de la date qui pose aujourd'hui, qui reste à définir. Et s'ils ont pu s'entendre sur le report, ça veut dire qu'ils vont s'entendre également en ce qui concerne la date pour la tenue des prochaines élections. Oui, Bourema, il faut craindre cette tendance à aller vers des clubs comme le susurre Albert Nagrego. Non, je crois qu'on y est déjà, hein, parce qu'en fait, c'est toujours c'était les copains avant, sauf que il fallait que les gens se confrontent à la réalité pour mesurer jusqu'où leur ambition ou connaître leur poids réel sur l'échiquier politique. Et les élections ont permis à chacun d'apprécier en toute objectivité, même si certains font semblant de ne pas les reconnaître, ils savent pertinemment ce qu'ils valent électoralement et ce qu'ils pèsent sur l'échiquier politique national. Et cette opposition, on l'a dit déjà sur ce plateau, cette opposition pèse vraiment très faible, pèse peu par rapport à la majorité qu'on a aujourd'hui. Et rien que sur le plan parlementaire, ça dit il n'y a pas de réforme aujourd'hui que la majorité voudrait faire, qu'elle n'aura pas le quorum nécessaire pour pouvoir le faire à l'Assemblée nationale. Avec 102 députés, avec au moins 102 députés sur 127, c'est un rouleau compresseur dont la majorité dispose aujourd'hui. Et dans ce cadre-là, quand on est un homme politique avisé, quand on est face à cette situation, quand cette majorité prend une décision, on ne la conteste pas publiquement sans se donner les moyens de pouvoir y arriver. Et je crois qu'Edi a fait une grosse erreur en disant publiquement qu'il était contre les reports des élections, d'autant plus même qu'il n'était pas encore installé en tant que... il venait d'être installé, il a commencé à le dire avant même d'être installé. Et quand il s'est installé, le jour de son installation, avant toute concertation avec les autres partis de l'opposition, il affirme encore cette position. Je ne crois pas que la position est partagée même à l'intérieur de l'opposition. Sa position était partagée même à l'intérieur de l'opposition. Parce qu'il fallait se donner les moyens de discuter déjà de ça au niveau de l'opposition avant d'affirmer publiquement que l'opposition est opposée. Deuxième chose, c'est que, on l'a dit sur ce plateau, le report des élections avait déjà fait l'objet d'un projet de loi adopté en Conseil des ministres. Et quelle que soit la position que l'opposition allait adopter, il allait être difficile avec cette opposition-là d'empêcher que le processus aille à son terme au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, ça dit, on pouvait contester jusqu'au bout en disant nous ne sommes pas d'accord. Mais à un moment donné, il fallait trancher. Parce qu'en fin de compte, et comme on l'a même dit, ça aussi on l'a dit ici, aucun des partis politiques n'était prêt pour les élections avant les élections municipales en mai 2021, après les législatives et la présidentielle couplée. Financièrement, beaucoup étaient paumés. Techniquement, la CENI n'avait même pas les ressources encore pour commencer à organiser les élections. Est-ce que l'État lui-même était prêt avec les ressources nécessaires pour organiser les élections à bonne date? Toutes ces questions-là, on les a posées ici. Et vraisemblablement, je crois plus que la motivation du report était non seulement liée au fait que les partis politiques voulaient souffler, mais surtout au fait que l'État lui-même ne semblait pas avoir les ressources nécessaires pour aller à des élections en mai 2021. Donc, et tous ces paramètres-là, quand on est dans l'opposition, et c'est pour ça d'ailleurs il faut que notre opposition apprenne à lire les faits politiques avant de s'exprimer. Ce n'est pas une affaire de conviction, ce n'est pas une affaire de, comme on appelle, d'humeur personnelle. Quand on est leader politique à un moment donné, on apprécie les choses avec un certain nombre de faits. On ne soit pas dit je ne suis pas d'accord. On dit, avant finalement de se rendre compte qu'on était hors réalité. Il faut comprendre la réalité avant d'affirmer sa position en tenant compte de la réalité. Donc l'un dans l'autre, moi je ne suis pas surpris qu'effectivement, on arrive à ce consensus-là, qui est un consensus plus ou moins forcé, puisque la majorité avait déjà déclenché la procédure. Exactement. Voilà, donc l'opposition n'a fait que s'aligner. Enfin, si l'ONA, je crois aussi que la rencontre qui a eu lieu, ce n'est pas le cadre de concertation lui-même, c'est le comité de suivi du cadre de concertation. Et l'ONA n'étant pas partie au cadre de concertation jusque-là, donc elle ne pouvait pas être représentée au niveau du comité de suivi. Ce qu'il faut maintenant espérer, et là, l'opposition, aussi bien les chefs de file de l'opposition, a tout faux, tout comme la majorité aussi, de vouloir mettre l'ONA à l'écart. Parce qu'en fait, on est dans un système où la Constitution ne fait pas obligation
à tous les partis politiques d'opposition de s'affilier au chef du file. À partir du moment où ce n'est pas une obligation constitutionnelle, s'il y a un groupe qui estime que je ne me reconnais pas ou je ne me sens pas capable de mener le combat avec tel groupe, et je me sens plus en affinité avec tel autre groupe, je crois qu'on ne peut pas effectivement, logiquement, empêcher ce groupe-là de pouvoir participer au débat politique au niveau national. Et il serait de bon ton. Moi, je crois que le président du FASO et la majorité de façon générale ont intérêt effectivement à faire une place à l'ONA dans le cadre de concertation opposition-majorité. Oui, Albert. En fait, je voulais dire à Brahima qu'il faut même aller au-delà de l'ONA, parce que la démocratie aussi, c'est le débat d'idées. Si on est d'accord que c'est le débat d'idées, il ne faut pas mettre la démocratie entre 4 murs, et c'est majorité et opposition, où on a choisi des partis politiques qu'on veut, qui viennent à la table des discussions, et cela est en train de vouloir durer au moins 10 ans, une décennie. Donc on contribue d'une manière ou d'une autre à tuer la démocratie burkinabé, petit à petit. La deuxième chose, je l'ai déjà dit, c'est qu'au-delà des questions des débats d'idées où on est en train de priver certaines personnes, on est en train de tuer aussi à petit feu l'institution même, le chef de file de l'opposition, qui devrait être comme un acquis démocratique pour notre pays. Mais en plus de cela, il faut aussi ajouter que le nombre aujourd'hui dont vous élevez, le cas des députés à l'Assemblée nationale, le CDP et l'ADF, c'est presque les partis d'opposition qui ont quand même eu des grands nombres, on va dire, de députés. Le CDP qui tourne autour de 20 députés, l'ADF c'est 3 si je ne me trompe pas. Et qu'on a dit à Edi Komboigo que sa carrière politique aussi se joue dans cette manière de conduire l'opposition. Si on veut conduire l'opposition en acceptant de façon bénie, oui, tout ce qui vient, sans justification derrière, au bout de 6 mois, on va faire le bilan, on va dire, bon, on voit un chef de file de l'opposition qui est à l'ombre du parti au pouvoir ou de la majorité présidentielle. Donc ce n'est pas tout qu'on doit accepter de façon consensuelle, comme Dabadi le dit. Il faut arriver à prouver au Burkinabé pourquoi nous, au niveau de l'opposition, le report des élections municipales est un mauvais projet. C'est pour telle raison. Donc nous tenons à ce que ces élections puissent se tenir. On peut ne pas avoir raison, que ce soit à l'Assemblée, on peut ne pas avoir raison, que ce soit au niveau de la classe politique, mais que l'opinion arrive à savoir que effectivement les arguments avancés par l'opposition sont des arguments valables, et que ceux qui appuient aujourd'hui la politique burkinabé ou qui appuient de façon financière l'organisation des élections puissent se convaincre que effectivement ce que l'opposition pose comme problème est sérieux, est réel, et qu'il faudrait prendre en compte, même dans la révision du code électoral, ou bien que ce soit dans la révision, dans l'adoption de ce projet de loi. Mais si on y va comme ça, jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement, je ne pense pas, n'a communiqué clairement sur quoi il y a un projet de report des municipales. On l'a tout simplement dit. Nous, on a spéculé ici, on a imaginé que c'est peut-être le redécoupage annoncé. On a imaginé que c'est peut-être l'absence de moyens financiers. On a imaginé que peut-être les partis politiques viennent de sortir d'une élection, ils sont fatigués. Mais jusqu'à présent, officiellement, on n'a pas encore communication des raisons de ce report. L'opposition aussi ne nous dit pas officiellement pourquoi elle avait dit qu'elle est contre. Et après, elle va dire qu'on est d'accord sur l'organisation, le report des élections municipales. Donc, les Burkinabés aujourd'hui sont en train d'être privés des débats ou des arguments réels qui puissent permettre à chacun d'apprécier les choses, comment va la gouvernance au Burkina. C'est entre des amis, on va et on discute, on sort, on dit à l'opinion qu'on est d'accord pour ça ou on n'est pas d'accord pour ça. À ce rythme, même la réconciliation risque de se faire également entre 2 ou 3 groupes. Oui, justement, pour terminer sur ce sujet. Je voulais faire le lien justement entre cette opposition qui se rend très rapidement et le processus de réconciliation qui est enclenché. On a comme l'impression que la réconciliation a été comme lorsqu'on jette à une meute, voilà, qui bondit dessus, et derrière, on accepte tout au non-jugement de ce torse-là. Et c'est malheureux pour la démocratie. L'autre élément, et je suis d'accord avec toi, il faut aller au-delà de l'ONA, parce que je fais partie de ceux qui ont toujours pensé que le dialogue politique ne doit pas se limiter seulement aux partis politiques. On doit aller plus loin. Parce que quand on discute des élections, il y a pas, les partis politiques sont effectivement ceux qui concourent au suffrage. Mais il y a des candidatures indépendantes. Il y a la société civile qui observe. Il y a tout un ensemble d'acteurs dans la société burkinabé qui ont un rôle important dans le processus politique, que ce soit électoral ou bien dans les dialogues. Et il serait de bon ton, si on veut un véritable dialogue politique, qu'on élargisse effectivement à l'ensemble de ces acteurs-là. Autrement, on va se retrouver, comme tu l'as dit, dans un club de copains
où on boit les champagnes ensemble et puis on sort, on fait croire au peuple qu'on est opposé ou qu'on est dans la majorité. Et ce serait dommage pour la pluralité des points de vue et l'animation d'une démocratie réelle au Burkina Faso. Dabadi, on va rapidement aller au troisième sujet de débat, notamment l'augmentation du prix des hydrocarbures. Et on le voit, la Ligue des consommateurs est vent debout contre cette augmentation et elle n'est pas la seule, dans l'opinion également. On a comme l'impression que cette décision passe mal. La pilule a du mal à être avalée. Mais je voudrais peut-être qu'on situe un peu. Il y a eu augmentation du prix de l'essence, du gazole, mais il y a aussi le gaz butane qui jusque-là n'avait pas connu une certaine augmentation. Oui, tout à fait. Il faut dire qu'en d'autres temps, cette décision serait passée comme de l'eau sur les plumes d'un canard. Mais étant donné que nous sommes dans un contexte difficile, à cause naturellement de l'insécurité et de la maladie à coronavirus, il est clair que cette décision qui tend à éroder le pouvoir d'achat des citoyens ne pouvait que se heurter à la désapprobation de ces derniers. Je pense qu'effectivement, il y a un problème qui se pose. C'est vrai qu'il y a un mécanisme qu'on pourrait qualifier de vérité des prix des hydrocarbures qui veut que s'il y a une augmentation ou une baisse, que cela soit répercuté au niveau de la pompe. Mais encore une fois, nous sommes dans un contexte où les citoyens estiment que le pouvoir n'a pas toujours joué franc jeu en la matière parce que souvent, on estime que la baisse est minime par rapport à ce qui a été observé au niveau international. Pour ces cas-ci, effectivement, le pouvoir tente de justifier cette augmentation par les fluctuations des coûts mondiaux du baril. Mais avec la maladie à coronavirus, oui, le prix du baril n'est pas aussi élevé que ça. Justement, c'est ça, justement, j'ai dit que... Parce que par moment, on voit qu'il y a une baisse sensible au niveau mondial, mais on ne le sent pas véritablement au niveau national. On fait juste une petite baisse de 5 francs ou de 10 francs. Or, logiquement, la baisse devrait peut-être atteindre 100 ou même à 200 francs. Alors, mais lorsqu'il y a une hausse, même quand elle est minime, tout de suite, on la ressent au niveau national. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque on augmente, tout de suite, les citoyens sont en colère. Et je pense que la colère, effectivement, de la Ligue des consommateurs est tout à fait compréhensible. Et je pense qu'il appartient à l'État de revoir véritablement le mécanisme d'ajustement des prix des hydrocarbures. Parce que ça intervient effectivement, comme je l'ai dit, dans un contexte difficile pour les Burkinabés. Et donc, ça fait que c'est vrai que pour le carburant, la hausse n'est pas aussi sensible que cela, c'est 10 francs. Mais c'est quand même quelque chose, parce que c'est tous les jours et multiplié par autant de fois que vous allez prendre le nombre de litres. Donc, ce n'est pas rien. Donc, l'autre aspect, c'est le gaz, effectivement. À ce niveau, il faut quand même dire que la hausse elle est assez sensible parce que ça fait 500 francs CFA sur la bouteille de 12 kilos. Alors, si on fait une petite analyse, on se rend compte qu'aujourd'hui, cette même bouteille a connu une augmentation de 1500 francs CFA à moins de 10 ans, pratiquement à moins de 9 ans même. Parce qu'il y a eu d'abord une augmentation de 1000 francs en 2013. Aujourd'hui, on fait une augmentation de 500 francs, donc ça fait 1500 supplémentaires sur le coût. Ça fait quand même beaucoup pour les citoyens ordinaires. Et on a tenté également d'apporter un argument selon lequel cette hausse vise plutôt les foyers nantis. J'ai dit, mais ça ne tient pas, c'est léger comme un argument, parce que la bouteille de 12 kilos n'est pas destinée seulement qu'aux riches. Bien au contraire, quand on regarde au Burkina, mais c'est plutôt les familles de grande taille. Or, c'est malheureusement les familles qui ont les revenus modestes qui sont généralement les plus nombreuses. Donc c'est pour dire que cet argument ne vole pas haut. Et ce qui est plus dangereux ou que je trouve plus incohérent, c'est que cette décision intervient dans un contexte où on veut promouvoir l'utilisation du gaz butane pour mieux lutter contre la déforestation en interdisant bien sûr l'usage du bois de soufre. Et donc, cette décision
vient comme si l'État C'est même voulait une d'une chose décision, et de son contraire. Voilà, c'est même une décision, je crois, des pays membres du SILS Oui. qui, en son temps, avaient souhaité que le prix du gaz soit maintenu Tout à fait un niveau abordable. Exactement, Voilà. pour permettre justement de mieux lutter contre la déforestation. Parce que, bon, écoutez, quand les gens n'ont pas les moyens de s'approvisionner en gaz, naturellement, c'est le bois qu'ils vont utiliser. Et aujourd'hui, on passe le temps à augmenter le prix de ces gaz, mais finalement, on dit aux citoyens, allez-y couper le bois. Et c'est ce qui va certainement se passer. Donc, ça pose un problème de politique, de vision. Et donc, je pense qu'à ce niveau, il faut quand même reconnaître qu'il y a une certaine incohérence du point de vue gouvernance en ce qui concerne notre gouvernement. Oui, et c'est votre avis également pour moi, cette incohérence dans la gouvernance? Oui, c'est comme il a dit, effectivement, si on veut s'inscrire, effectivement, on comprend le gouvernement quand il dit, effectivement, on s'inscrit dans la fluctuation au plan international, mais on doit effectivement avoir une certaine proportion en termes d'augmentation ou de baisse. Si, effectivement, il y a baisse au plan international et que le prix du baril chute assez énormément, il faut qu'on redescende ça dans les prix à la pompe au niveau national. Malheureusement, comme il a dit, on a comme l'impression que quand il y a baisse au plan international, on fait semblant de baisser, on diminue juste un peu. Quand il y a hausse, là, on rit dans le brancard, on augmente. Et finalement, effectivement, ça manque de cohérence. Surtout si les gaz, en fait, on a comme l'impression que le gouvernement est venu entériner une situation de fait. Parce que pendant longtemps, les revendeurs au détail ont créé une certaine pénurie de gaz à tous les niveaux et ils appliquaient cette augmentation de 500 francs ou de 1000 francs selon qu'on veut la bouteille de 6 kilos ou de 12 kilos. Et aujourd'hui, le gouvernement n'a jamais réussi effectivement à empêcher cette spéculation et ce non-respect effectivement des tarifs officiels. Aujourd'hui, il vient faire une augmentation. Est-ce que il va continuer? Est-ce qu'on ne va pas se retrouver encore dans cette même spéculation? Le président de la Ligue des consommateurs et celui qui animait la conférence de presse pour attirer l'attention disait qu'en période de soudure, finalement, si on a cette augmentation présentement, en période de soudure, comment on fera? Exactement, on aura encore cette augmentation. Ça veut dire qu'au lieu de 500 francs, on dit de se retrouver avec 1500 francs d'augmentation si la bouteille de 12 kilos. C'est là où il y a véritablement un problème de cohérence effectivement dans ce gouvernement. On ne peut pas avoir des mesures gouvernementales et des individus décident effectivement de violer ces mesures au vu et aussi de tous sans que l'État ne puisse, en tout cas l'État ne puisse s'exprimer dans toute sa rigueur face à ces spéculateurs-là. Et c'est là tout le problème. Et la Ligue des consommateurs, je crois qu'aujourd'hui, nous avons tous intérêt effectivement à renforcer les rangs de cette Ligue des consommateurs, en faire effectivement une véritable structure de défense des intérêts des consommateurs. Parce que je crois aussi que toutes ces augmentations à l'emporte-pièce qu'on a, c'est parce qu'on n'a pas une structure assez forte et crédible au niveau national qui peut effectivement porter le combat, ou en tout cas les préoccupations des consommateurs au niveau national. Parce qu'en fait, c'est quoi? Chacun va croire que, comme je peux m'en sortir, bon, c'est pas... Mais au fur et à mesure qu'on continue, on risque d'arriver à des proportions où on sera nombreux, effectivement, à ne plus pouvoir supporter ces proportions, ces augmentations-là. Donc, il est temps, effectivement, de faire en sorte que, au-delà de notre position actuelle, on pense effectivement à la position dominante au niveau de la population et voir comment, effectivement, on peut créer les conditions pour que l'objectif pour lequel on a subventionné les gaz butane, à savoir limiter la coupe abusive du bois, la déforestation et autres, qu'on puisse effectivement rester dans ce combat. Parce qu'on ne peut pas continuer à faire une chose et son contraire, alors, à faire une chose et son contraire, et puis tout le monde se complaît à accompagner, on fait des dénonciations à travers la presse, oui. 2 jours, 3 jours, et après, bon, alhamdoulilah, tout le monde laisse aller. Oui. Comme on dit, chacun porte sa croix alors qu'on est quand même dans un état normalement organisé. Et donc Albert, au lieu que chacun porte sa croix, il faut qu'on soit ensemble pour la lutte. Oui, mais est-ce qu'aujourd'hui, on a ces hommes-là qui peuvent, comme il le dit, tracer les voies pour la lutte? C'est ça aussi le problème. C'est-à-dire qu'on a
la lutte est là, le besoin est là, mais qui pour faire cette lutte? Vous parlez de la Ligue des consommateurs qui est restée longtemps dans le silence et aujourd'hui on voit cette Ligue-là sortir, mais est-ce qu'aujourd'hui elle a forcément les capacités? Mais il n'y a pas que la Ligue des consommateurs, il y a aussi la CCVC. Oui, il y a même l'opposition politique. Oui, il y a l'opposition politique. Justement. Voilà, donc quand mais il c'est parle... pour vous dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'on a ces leaders-là qui peuvent véritablement mener le combat, le bon combat qu'il faut? Mais au-delà, il faut reconnaître que maintenant, le Burkina aussi, c'est devenu un pays où il y a 2 Burkinabés, il faut le dire, ou même peut-être plus. Parce que moi, je me rappelle qu'à un moment donné, ils ont augmenté les taxes sur les billets d'avion, qui étaient, je ne sais pas combien, et ils ont dit que ça ne concerne pas les autres, parce qu'ils se disent que celui qui voyage en avion, il a suffisamment les moyens pour payer les taxes. Aujourd'hui, on a choisi de ne pas augmenter le prix des petites bouteilles, mais on va à la grande bouteille pour dire que non, qu'on suppose que c'est les familles nantis. Alors, donc, est-ce que ceux qui sont supposés être nantis au Burkina Faso n'ont pas les mêmes droits que ceux qui sont supposés être également les Burkina peut-être qui vivent, on va dire, entre parenthèses, dans les zones, nos trucs périphériques de Ouagadougou? Il faut traiter les gens sur le même pied d'égalité. Si on a le courage d'augmenter le prix de la grande bouteille, il faut aussi augmenter la petite bouteille. On ne le fait pas tout simplement parce qu'on a peur de la fronde sociale, parce qu'au niveau de la petite bouteille, on peut facilement mobiliser le peuple pour sortir, pour manifester. Donc on le fait à un autre niveau où on s'est dit que là, les gens n'ont pas besoin de manifester pour 500 francs de plus. Mais là, moi je ne suis pas d'accord, c'est un faux procès. Il faut faire les choses de façon équitable. Ça comprend également que la base sur laquelle le gouvernement augmente aussi les prix là, ce n'est pas une base qui tient. C'est beaucoup plus, on va dire, des raisons peut-être beaucoup plus politiques. On a regardé à un certain moment donné, soit les caisses sont vides ici, il faut trouver quelque part là où on peut augmenter les choses pour pouvoir enflouer encore les caisses, ou bien on a un besoin d'argent ici, il faut le faire comme ça. Et c'est malheureusement les ménages qui en pâtissent encore parce que là où on parle même des bouteilles, peut-être au niveau des membres du gouvernement, c'est pas évident qu'on utilise les mêmes bouteilles pour préparer ou on fait les mêmes choses. Concernant le carburant, il faut s'assurer que ça ne va pas porter une augmentation sur les autres produits, notamment le transport ou autre chose. Le gouvernement rassure que tout va se faire pour ne pas que ça puisse avoir un coût là-bas. Mais moi, je dis que là, c'est faux. C'est quand on maîtrise Ouaga, Bobo, Koudougou. Mais quand vous allez peut-être aller dans une zone comme le Yaga, vous allez partir peut-être dans l'Oudalan, ou encore vous allez partir dans des provinces très reculées, déjà les gens payent le litre d'essence à un prix qui n'est pas du tout conventionnel, à un prix peut-être déjà exponentiel, et vous augmentez de 10 francs aujourd'hui, vous ne êtes pas sûr que vous allez pouvoir maîtriser le prix du carburant peut-être à Machakwali ou, je ne sais pas moi, dans une localité encore reculée du Burkina. Oui. On ne fait qu'augmenter la souffrance de ces populations. C'est dommage, ça nous montre à quel point notre gouvernance là se limite aux grandes villes. Mais aujourd'hui, peut-être vous faites un reportage ou un sondage dans des zones en province, vous allez voir que la bouteille de gaz même où on veut augmenter de 500 francs même est déjà prêt à 8 000 ou à 8 500 ou à 9 000. Donc si on augmente 500 francs, peut-être que ces populations vont se retrouver à acheter la bouteille de gaz à 10 000. Et c'est là encore où la coupe du bois est très élevée parce que le monsieur va se dire finalement je ne peux pas payer une bouteille de gaz à 9 000 ou à 8 000. Donc on n'arrive pas à contrôler le prix sur l'ensemble du territoire national, mais on veut montrer aux populations qu'il n'y aura pas d'augmentation. Certes, il n'y aura pas d'augmentation à Bobo, à Ouaga, à Koudougou, à Ouaga, mais il n'y a pas de mécanisme de contrôle. C'est pas évident que dans les provinces, ça va pas avoir un coût important. Oui, et puis aussi, transparence pour transparence, est-ce que le gouvernement gagnerait effectivement à publier, à nous donner la structure des prix des hydrocarbures? Quand je paye 1 litre de carburant, 1 litre d'essence à la pompe, c'est quoi, en fait, l'essence me coûte finalement combien? Je paye combien en taxes? Et ces taxes-là se répartissent sous forme de quelle taxe? Est-ce qu'aujourd'hui, avec ces augmentations, on ne maintient pas les taxes en l'état, tout en continuant à augmenter le prix du carburant? Parce que c'est ça aussi la question de fond. Si on doit continuer à augmenter, il faut qu'on regarde aussi du côté des taxes. Mieux, on continue à payer des taxes au niveau de lutte du carburant, mais alors qu'on ne sait pas à quoi ça sert. Est-ce qu'il ne faut pas utiliser ces taxes-là pour investir dans la recherche sur les traces? On a annoncé des traces de pétrole dans notre pays. Est-ce qu'il ne faut pas vraiment qu'à un moment donné, quelqu'un me l'a dit d'ailleurs tout de suite avant que je vienne ici, je lui disais qu'au menu de débat, il y avait l'augmentation du... Il dit, mais lui s'est toujours demandé pourquoi effectivement les taxes ne serviront pas à faire des investissements en termes de recherche, là où on dit qu'il y a des traces de pétrole, parce qu'apparemment, on dit qu'il y a des traces, mais il n'y a rien qui est fait.
Est-ce qu'on attend encore que ce soit les multinationales qui vont venir encore faire les recherches, qui vont venir après faire l'exploitation, ou bien nous, en tant qu'État, on doit se donner les moyens, effectivement, de faire ces recherches-là, et à partir de quoi on pourra effectivement nous discuter avec les multinationales si la base d'un certain nombre de choses dont nous avons la maîtrise. Mais si c'est elles qui vont venir faire les recherches, qui vont dire que vous avez du pétrole, qui vont la quantifier et qui vont l'exploiter, je crois qu'on risque de se retrouver dans le même marché de dupes qu'avec l'exploitation minière. Oui, Dabadi. Non, mais je voulais dire effectivement que le problème de contrôle se pose effectivement. À l'heure où nous parlons même, Ouagadougou, si vous demandez aux femmes qui vont régulièrement au marché, elles vont vous dire que le prix des produits de première nécessité, pratiquement, il y a eu une grosse augmentation, sans que nous ne sachions véritablement à quoi cela est dû. Et jusque là, l'État ne communique pas dessus. Ça pose un problème. Donc, c'est pour vous dire que cette augmentation du prix des hydrocarbures va entraîner nécessairement et inéluctablement d'autres augmentations. Et ni à Ouagadougou, ni à Bobo, encore moins dans les autres localités, l'État ne pourra effectuer un contrôle sérieux parce que déjà à Ouagadougou, comme je l'ai dit, il y a une augmentation qui qui n'est pas expliquée et l'État même n'arrive pas à le dire. Donc, c'est pour vous dire que, en fait, ce sont les commerçants finalement qui font la loi en ce qui concerne les prix, et c'est les populations qui payent les pots cassés, comme on l'a dit. Et je pense qu'à ce rythme, ça risque d'être difficile pour les citoyens, et notamment moyens, parce que quand même c'est une hausse sensible, il faut le reconnaître. On n'a jamais observé une baisse, par exemple, de 500 francs sur le prix, par exemple, des hydrocarbures. Mais on augmente à ce coût, ça pose un véritable problème. Or, quand on augmente comme ça, et pour revenir encore à un prix acceptable, c'est toujours difficile. Donc, je pense qu'on est dans une situation où l'État vraiment doit jouer franc jeu, parce que les citoyens aujourd'hui ont le sentiment d'avoir été floués dans cette histoire de mécanisme de fixation de prix ou de comité, c'est ou cela, où on parle de mécanisme de vérité des prix. Mais ce comité, aujourd'hui, s'il devrait être sincère, il devrait nous dire qu'entre 2019 et 2020, il y a eu une économie que le Burkina a réalisée à coût de milliards, plus de 80 milliards. Les dernières études de Free Afrique le disent. Mais où est parti cet argent? On ne nous dit même pas. En fait, c'est là personne n'est au courant. Donc, c'est pour dire que logiquement, si on réalise des économies de telle importance, on devrait pouvoir réinvestir ce montant dans un domaine précis. Oui, l'État ne doit pas vivre au jour le jour, justement. Ça veut dire que l'État doit avoir une politique, j'allais dire, de prospection. L'État doit avoir une politique de long terme en ce qui concerne la gestion, par exemple, des hydrocarbures. Mais l'État ne doit pas être dans une situation où, quand on se lève le matin, on regarde, on voit que les caisses sont vides, on dit, bon, écoute, où on peut frapper rapidement. Parce que le gaz et le carburant, c'est le domaine où on peut renflouer les caisses en un temps record. Pour la simple raison que ce sont des choses qu'on consomme tous les jours. Vous ne pouvez pas dire que parce que vous allez aller au bureau à pied, vous serez rattrapé. Si vous avez un malade, vous allez l'amener à l'hôpital comment? Vous serez obligé de demander forcément. Donc il faut vraiment que l'État soit beaucoup plus cohérent dans sa politique de gouvernance en ce qui concerne les hydrocarbures, parce que ça fait quand même des années que le problème revient. On avait d'abord mis un mécanisme qui permettait d'amortir les augmentations en faisant de l'économie, en fixant un prix assez stable. On a dit non, ce n'est pas bien parce qu'il y a eu beaucoup d'argent qui a été mobilisé, on a pu mobiliser beaucoup d'argent, mais on ne sait pas où c'est rentré. Et donc on dit, on laisse tomber ces mécanismes, on va maintenant mettre en place un mécanisme de vérité des prix. Aujourd'hui, on se rend compte que ce mécanisme de vérité des prix aussi pose problème. Parce que si c'était le cas, on ne devait pas avoir besoin de dire qu'on a augmenté parce qu'on veut frapper les foyers les plus nantis. Si c'est une politique qui vise à frapper les plus riches, mais on sait où trouver l'argent. Ce n'est pas le gaz, il faut qu'on soit sérieux quand même. Voilà, parce que les riches aujourd'hui, on le sait très bien. Ils n'ont ni le téléphone, ni le courant, encore moins le carburant, ils ne le payent pas. Donc c'est pour dire que quand on impose ces prix au niveau des carburants, des hydrocarbures, c'est pour frapper les pauvres, c'est pour frapper les riches. Oui, et peut-être en 30 secondes, si vous le voulez bien, on peut aborder le dernier sujet, où Emmanuel Macron, le 23 mars dernier, reconnaissait l'erreur ou peut-être la responsabilité de la France dans le désordre actuel en Libye. Et il le dit clairement, nous avons une dette envers la Libye, très claire, une décennie de désordre. Albert, est-ce que ce mea culpa n'est pas tardif? Est-ce que c'est un mea culpa aussi qui est sincère? Parce que c'est la géopolitique aussi. Parce que quand vous regardez aujourd'hui, la France veut revenir en Libye avec l'ouverture de son ambassade.
Et donc, naturellement, on comprend que c'est un territoire qui est fertile, qui est riche, qui aujourd'hui ne doit pas rester comme ça. Il faut l'occuper. Mais si on veut l'occuper naturellement, il faut reconnaître peut-être son erreur, soit à demi-mot, ou il faut le reconnaître intégralement avant de pouvoir avoir peut-être les portes ouvertes pour pouvoir s'installer, quitte à ce que maintenant on fasse le procès de ce désordre-là un peu plus tard. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, naturellement, pour un retour, il faut accepter de faire une déclaration importante pour être apprécié ou au moins accepter qu'on vous déposez vos valises et puis bon, dans la suite on verra. Et quand on va plus loin, même la question géopolitique dans la lutte contre le terrorisme aujourd'hui, où la France mène la diplomatie avec le pays du G5 Sahel, ça a été toujours dit et les chefs d'État l'ont dit officiellement, que ce soit le président Kaboré ou bien ses pairs, que la Libye aujourd'hui, tant que ce n'est pas maîtrisé, c'est difficile pour nous de lutter contre le terrorisme au Sahel. Donc, c'est une raison valable d'ailleurs pour la France aujourd'hui de pouvoir voir comment arriver à maîtriser cette situation aussi en Libye pour espérer remporter des victoires au Sahel. Donc, malheureusement, on n'a pas assez de temps. Ben, oui, juste 30 secondes pour terminer. Oui, la Libye est devenue aussi, aujourd'hui, justement, cette Libye de grands désordres est devenue aussi un gros marché. Le marché de la reconstruction, le marché du pétrole et tout, effectivement, la France, effectivement, voudrait effectivement avoir sa part. Parce qu'aujourd'hui, on a comme l'impression que ceux qui ont choisi effectivement de s'y investir, qui ont le gros marché, notamment la Russie, la Turquie, avec leurs mercenaires, avec leurs choses, ont investi effectivement, et ils veulent leur part aussi dans la reconstruction. Donc, c'est peut-être une stratégie effectivement de faire miroiter les Libyens que nous reconnaissons effectivement que nous avons eu tort. Ou en tout cas que nous avons fauté en contribuant effectivement à la chute de Kadhafi. Mais encore que, en fait, ce n'est pas tant la chute de Kadhafi. Peut-être aussi que la France se demande si elle a assuré le service après-vente, après le départ de Kadhafi. Parce que là aussi, c'est un autre élément. Et d'ailleurs, c'est ce que les États du G5 demandent d'ailleurs à la France et à la Grande-Bretagne, d'assurer le service après-vente du désordre qu'ils ont créé en Libye. Parce que ce désordre-là nous pose énormément beaucoup de préjudices. Et on transformait nos États-là effectivement en véritable champ de bataille pour des groupes terroristes qui, depuis en tout cas 2012, ont commencé au Mali et ensuite depuis 2015 au Burkina, endeuillent presque régulièrement des familles. Voilà, on va s'arrêter là. On nous signale que le temps est largement épuisé. Dabadi Zumbara des éditions Le Pays. Albert Nagrego, c'est le directeur de publication de Libre Info, un site d'information en ligne. Et Bourema Ouedraoui est directeur de publication du journal d'investigation Le Reporter. Merci à tous les trois d'être venus. Merci à vous également pour votre attention à cette émission. À dimanche prochain pour un autre débat de presse. Au revoir et à bientôt.